À 35 ans, Johanna conduisait son vieux taxi avec une passion qui contrastait avec la monotonie de sa vie. Chaque matin, elle répétait le même rituel, vérifier les freins, essuyer le pare-brise, ajuster le siège. Ce n'était pas un métier glorieux, mais elle y trouvait une sorte de liberté. Pourtant, au fond d'elle, brûlait un rêve qu'elle n'avait jamais osé avouer à voix haute, un jour, tenir le volant d'une voiture de luxe. Pas un simple véhicule de travail, mais une machine qui respire la puissance et l'élégance, une Rolls-Royce, une Lamborghini, ou n'importe laquelle de ces merveilles qui faisaient briller ses yeux chaque fois qu'elle en croisait une sur la route. Sa vie restait modeste. À la maison, Mia, son épouse de 33 ans, veillait sur leur foyer. Ensemble, elles élevaient leur fille unique de 19 ans, une jeune femme studieuse mais rêveuse, qui aspirait elle aussi à une existence plus confortable. Les fins de mois étaient difficiles, les dettes s'accumulaient, et parfois les disputes éclataient. Mais malgré les larmes et les factures impayées, l'amour tenait debout cette petite famille. Johanna se consolait en se disant qu'il y avait toujours pire ailleurs. Pourtant, chaque soir, quand elle voyait passer ces voitures rutilantes aux vitres teintées, elle sentait dans sa poitrine un vide, une soif. Était-elle condamnée à rester spectatrice de ce luxe, sans jamais y goûter ? Elle murmurait parfois une prière, demandant au ciel qu'un miracle frappe un jour à sa porte. Ce miracle arriva une nuit banale, presque par hasard. Alors qu'elle roulait lentement dans une avenue éclairée, une cliente leva la main. Une femme élégante, sûre d'elle, vêtue d'un tailleur sombre qui reflétait la richesse. Elle s'appelait Henriette. Le trajet semblait ordinaire, mais en déposant cette cliente mystérieuse devant une villa aux grilles massives, Johanna eut le souffle coupé. Dans la cour, sous les lampadaires, brillaient 2 voitures de prestige, une Rolls-Royce et un SUV luxueux flambant neuf. Son regard resta figé, hypnotisé. À cet instant précis, elle ne savait pas encore que ce simple voyage allait bouleverser toute son existence. Car derrière l'éclat de ces voitures se cachait un prix secret, un fardeau qu'aucune femme ne souhaiterait porter. À 35 ans, Johanna se levait avant l'aube. La nuit recouvrait encore les rues quand elle attrapait ses clés, nouait son foulard et s'installait au volant de son vieux taxi. Les phares fatigués éclairaient à peine la route, mais pour elle, le simple ronronnement du moteur suffisait à lui donner la force d'affronter une nouvelle journée. Pourtant, derrière ce rituel quotidien, son cœur battait d'un autre désir, un rêve brillant, inaccessible. Chaque fois qu'une voiture de luxe filait à côté d'elle, elle ralentissait, juste pour contempler les lignes élégantes et la puissance silencieuse qu'elle n'avait jamais connue. Sa vie semblait tracée, longues heures de conduite, clients parfois désagréables, maigres recettes à la fin de la journée. Mais Johanna gardait en elle une petite flamme, une prière répétée en silence, un jour, Seigneur, fais que je goûte à ça. Les factures s'accumulaient pourtant, et les dettes devenaient un fardeau constant. Mia, son épouse, essayait de garder le moral, mais les disputes éclataient souvent le soir. Malgré tout, leur fille de 19 ans rêvait grand. Étudiante appliquée, elle répétait à sa mère, « Un jour, je vivrai dans une maison avec un jardin et tu n'auras plus à conduire ce taxi. » Ces mots touchaient Johanna, mais ils appuyaient aussi là où sa blessure brûlait le plus. Elle se demandait si elle serait jamais capable d'offrir une telle vie à sa famille. Chaque jour, elle sentait le poids de ses limites, le taxi trop vieux, les revenus trop bas, l'avenir trop incertain. Elle oscillait entre honte et espoir, entre résignation et soif de grandeur. Pourtant, quand elle croisait le regard fier de sa fille ou les gestes doux de Mia, elle retrouvait un peu de courage. Mais une voix intérieure murmurait, « Il doit y avoir autre chose, un chemin caché. » Alors Johanna avançait, sans jamais s'arrêter de rêver. Le matin, elle essuyait soigneusement son taxi comme si c'était une Rolls-Royce. Le soir, en rentrant épuisée, elle déposait un baiser sur le front de Mia et plaisantait avec leur fille, comme pour masquer ses inquiétudes. Dans son silence, pourtant, elle commençait à nourrir une résolution, elle ne pouvait pas mourir sans avoir goûté à ce monde de luxe. Même si elle ne savait pas encore comment, elle se promettait de saisir toute opportunité qui se présenterait. Car au fond, Johanna sentait qu'un jour, une porte s'ouvrirait. Et cette porte allait s'ouvrir plus vite qu'elle ne l'imaginait. Une nuit apparemment banale, alors qu'elle roulait lentement dans une grande avenue, les néons de la ville éclairant faiblement son pare-brise, une silhouette apparut sur le trottoir. Une femme élégante leva la main.
Sa démarche était assurée, son tailleur parfaitement ajusté, ses bijoux étincelant dans l'obscurité. Johanna ralentit, intriguée. Cette cliente semblait différente de toutes celles qu'elle avait transportées jusque-là. Elle ne savait pas que, ce soir-là, en appuyant sur la pédale de frein pour s'arrêter, elle venait d'entrer dans un chemin sans retour. La portière claqua doucement. Henriette, femme élégante aux cheveux impeccablement coiffés, s'installa à l'arrière du taxi de Johanna. Ses gestes étaient rapides, précis, empreints d'assurance. Au centre-ville, vite, je suis pressée, dit-elle d'une voix ferme, sans même lever les yeux de son téléphone. Johanna, un peu intimidée, démarra aussitôt. La silhouette de sa cliente respirait l'aisance et le luxe. Son parfum raffiné emplit l'habitacle, contrastant brutalement avec l'odeur de vieux tissu du taxi. Johanna sentit une étrange nervosité, elle conduisait souvent des inconnus, mais jamais quelqu'un qui semblait appartenir à un monde aussi lointain du sien. Après quelques minutes de silence, Henriette se détendit et engagea la conversation. Sa voix était posée, mais autoritaire, comme celle d'une femme habituée à ce qu'on lui obéisse. Johanna répondit poliment, essayant de cacher son admiration. Une fois les courses terminées, Henriette demanda « Attendez-moi, je ne serai pas longue. » Johanna acquiesça, pensant simplement à un gain supplémentaire sur la course. Mais, au moment où elles arrivèrent devant une villa immense aux grilles métalliques, Johanna resta figée. Derrière ses portes dorées, la lumière des lampadaires mettait en valeur deux voitures rutilantes, une Rolls-Royce et un SUV de luxe flambant neuf. Johanna sentit son cœur battre plus vite. Ses yeux ne pouvaient se détacher des véhicules. Elle avait rêvé de ce moment toute sa vie, et voilà que ce rêve se matérialisait sous ses yeux. Ses mains tremblaient encore sur le volant. Elle aurait voulu descendre, toucher la carrosserie, respirer l'odeur du cuir. Mais elle se contenta d'un regard discret. Henriette, qui observait la scène, esquissa un sourire en coin. « On dirait que tu aimes les voitures de luxe, dit-elle calmement. Johanna, gênée, osa répondre avec franchise, « Oui, madame. C'est mon rêve depuis toujours. » C'est à cet instant qu'Henriette prononça les mots qui changeraient tout. « Alors peut-être que tu pourrais devenir ma chauffeuse privée. Je déteste conduire. Je commence à chercher quelqu'un de loyal. » Johanna resta bouche bée. « Pour un début, je paierai 500 000 francs par mois. » C'était presque 3 fois ce qu'elle gagnait habituellement. Le temps sembla s'arrêter. Johanna sentit comme une porte invisible s'ouvrir devant elle, une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Sans réfléchir davantage, elle répondit d'une voix tremblante, « Oui, madame. » Elle venait d'accepter, convaincue que le ciel venait enfin de l'exaucer. Ce soir-là, Johanna rentra chez elle le cœur débordant d'espoir. Elle raconta tout à Mia et à leur fille, la villa, les voitures, la proposition et surtout le salaire. Un silence de quelques secondes précéda la réaction de Mia. Les yeux brillants, elle murmura, « C'est Dieu qui nous envoie une chance. » Leur fille sauta de joie, rêvant déjà d'un avenir plus radieux. Johanna, elle, se sentit légère pour la première fois depuis longtemps. Elle ne savait pas encore qu'en franchissant le portail de cette villa, elle avait mis le pied dans un monde où chaque éclat de luxe cachait une ombre. Le lendemain matin, Johanna se leva plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, mais son cœur battait d'excitation. Ce jour-là, elle n'allait plus conduire son vieux taxi fatigué. Pour la première fois, elle s'assiérait derrière le volant d'une Rolls-Royce flambant neuve. Elle prit soin de mettre sa plus belle chemise, parfuma légèrement son foulard, et lança à Mia, avec un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années, « Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. » Sa femme la regarda avec une fierté mêlée d'incrédulité. Même leur fille, encore à moitié endormie, leva les yeux, admirative. Arrivée chez Henriette, Johanna fut accueillie par un majordome en uniforme. La maîtresse des lieux descendit un majestueux escalier, vêtu d'un tailleur sobre mais élégant, et lui tendit les clés. « Aujourd'hui, tu commenceras avec la Rolls-Royce. Conduis-moi à mon bureau. » Johanna sentit des frissons lui parcourir tout le corps. Elle prit place dans le siège de cuir souple, posa ses mains tremblantes sur le volant brillant, et alluma le moteur. Le ronronnement puissant la fit presque fermer les yeux. Chaque seconde au volant lui paraissait irréelle, comme si son rêve se matérialisait enfin devant elle.
Les jours suivants, Johanna passa de la Rolls-Royce à la Lamborghini Urus, puis à d'autres modèles prestigieux. Chaque trajet était pour elle une fête silencieuse. Elle se surprenait parfois à ralentir, juste pour savourer le bruit du moteur, comme une symphonie réservée aux privilégiés. À chaque retour à la maison, elle avait l'impression de rentrer différente, transformée. Le taxi usé de son passé n'était plus qu'un souvenir. Mia, de son côté, marchait plus droite dans les rues, la tête haute, consciente que leur vie changeait. Leur fille, elle, parlait déjà d'avenir comme si tout devenait possible. Très vite, la famille quitta leur modeste maison du quartier populaire. Elles emménagèrent dans une résidence moderne, sécurisée, avec un jardin et une grande baille vitrée qui laissait entrer la lumière. Leur fille intégra une école privée prestigieuse, là où seuls les enfants de familles influentes mettaient les pieds. Elle arriva le premier jour avec un sac flambant neuf, le regard fier, tandis que ses camarades l'observaient avec curiosité. Johanna, en voyant le sourire de sa fille, sentit ses efforts enfin récompensés. Elle se dit que tout ce qu'elle avait enduré jusque-là en valait la peine. Mais au fil des semaines, Johanna commença à remarquer des détails troublants. Chaque samedi soir, Henriette la sollicitait pour une sortie particulière. Elle montait en voiture, habillée d'une élégance presque cérémoniale, et demandait à être conduite vers des hôtels de luxe, toujours différents. Johanna attendait patiemment dans le véhicule, observant les allées et venues. Elle ne posait pas de questions, mais quelque chose l'inquiétait, les invités d'Henriette changeaient chaque fois. Jeunes, belles, élégantes, elles entraient le sourire aux lèvres mais ressortaient le regard perdu. Johanna ne le savait pas encore, mais c'était le premier signe d'un malaise plus profond. Les premiers mois passèrent comme un rêve éveillé, mais Johanna commença bientôt à remarquer une étrange régularité dans les habitudes de sa patronne. Chaque samedi soir, à la même heure, Henriette lui demandait de préparer la voiture, impeccablement nettoyée et parfumée. Toujours vêtue d'une robe élégante, bijoux étincelants au cou, elle montait à l'arrière accompagnée d'une jeune femme différente, rarement la même, souvent âgée de 20 à 25 ans. Johanna, fidèle à son rôle, restait silencieuse. Pourtant, à chaque trajet vers ces hôtels luxueux, une inquiétude sourde s'installait dans son esprit. Quelque chose sonnait faux. Au début, Johanna ne s'attardait pas sur ces détails. Elle se disait que ce n'était pas ses affaires. Mais au fil des semaines, son regard de conductrice attentive ne pouvait ignorer les signes. Les invités d'Henriette entraient dans l'hôtel avec des sourires forcés, parfois même une lueur d'excitation feinte. Mais en ressortant, leur visage était différent. Certaines semblaient vidées, d'autres fixaient le sol comme si elles portaient une honte invisible. Il y en avait même qui marchaient en titubant légèrement, comme si elles portaient un poids trop lourd. Johanna, troublée, sentait que son univers basculait doucement. Chaque samedi devenait pour Johanna une épreuve silencieuse. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une affaire mondaine, que sa patronne fréquentait simplement des cercles étranges. Mais au fond d'elle, une angoisse rampante grandissait. Elle se demandait ce qui se passait réellement derrière les portes closes de ces hôtels. La nuit, en rentrant chez elle, elle regardait Mia dormir paisiblement et leur fille réviser ses cours, et elle se sentait déchirée. Sa conscience lui soufflait que ce luxe nouveau avait une odeur étrange, presque empoisonnée. Mais son esprit refusait encore d'affronter la vérité en face. Un soir, Henriette lui demanda un service inhabituel. « Johanna, ce soir tu ne me conduiras pas. Tu raccompagneras plutôt mon invité. » Une jeune femme élégante, mais visiblement troublée, monta alors à l'arrière. Johanna la reconnut aussitôt, elle l'avait déjà vue sortir d'un hôtel un samedi précédent. Durant le trajet, l'invité, visiblement ivre, se mit à parler seul, à rire nerveusement, puis lâcha une phrase qui glaça Johanna. « Toi aussi, tu as déjà fait ce qu'elle demande, non ? Elle paie tellement bien. » Johanna manqua de freiner brutalement, son sang se glaça. Le silence s'installa aussitôt dans la voiture. Johanna fixait la route, le cœur battant à tout rompre. La jeune femme continua, d'une voix pâteuse, « Moi, je ferme les yeux, je fais ce qu'il faut, et après je repars riche. » Johanna ne répondit pas, mais ses mains tremblaient sur le volant. Cette confession confirmait ce qu'elle redoutait sans vouloir l'admettre, derrière l'opulence d'Henriette se cachait un monde de transactions inavouables. Quand elle rentra chez elle cette nuit-là, Mia remarqua son visage fermé.
Johanna se mura dans le silence, mais au fond, elle savait qu'un doute irréversible venait de naître. Cette nuit-là, Johanna rentra plus tard que d'habitude. Elle posa ses clés sur la table d'entrée avec lenteur, ses épaules voûtées, son visage fermé. Mia, assise dans le salon, leva les yeux de son livre. « Tu es rentrée tard » dit-elle doucement. Johanna répondit par un sourire forcé, « Oui, la circulation. » Elle n'ajouta rien. En réalité, son esprit bouillonnait. Les paroles de la jeune invitée résonnaient encore dans sa tête comme une gifle. Derrière le luxe d'Henriette, il y avait quelque chose de sombre. Mais comment l'avouer? Comment salir ce miracle qui avait changé leur vie? Les jours suivants, Johanna continua à conduire comme si de rien n'était. Elle riait avec Mia, encourageait leur fille, mais chaque fois qu'elle posait ses mains sur le volant, l'image des jeunes femmes ressortant des hôtels la hantait. Elle se souvenait de leurs regards vides, de leurs sourires brisés. Plus elle y pensait, plus elle se demandait d'où venait vraiment l'argent qui payait leur nouvelle maison, les études prestigieuses de leur fille, les repas copieux qu'elle partageait maintenant. Chaque trajet avec Henriette devenait une épreuve silencieuse, une tension insoutenable qu'elle s'efforçait de cacher. Johanna vivait désormais avec une double vie intérieure. Devant Mia et leur fille, elle affichait la sérénité d'une femme comblée. Mais dès qu'elle se retrouvait seule, la peur la rongeait. Ses nuits devinrent agitées. Elle se réveillait en sueur, son cœur battant fort, persuadée qu'elle s'enfonçait dans une histoire dont elle ne maîtrisait rien. Elle songeait à démissionner, mais la simple idée de retourner au taxi lui donnait le vertige. Comment annoncer à sa famille qu'elle devrait quitter leur maison neuve, abandonner l'école privée, revenir aux dettes? La honte la paralysait autant que la peur. Alors, Johanna choisit le silence. Elle préféra enfouir ses doutes, persuadée que ce n'était pas son rôle de poser des questions. Chaque matin, elle enfilait ses plus beaux vêtements, conduisait Henriette avec professionnalisme et se taisait. Mais ce silence ne faisait qu'amplifier le malaise. Même Mia commençait à remarquer son air distrait, son regard fuyant. Un soir, alors qu'elles dînaient toutes les trois, leur fille lança « Maman, tu as l'air triste ces derniers temps. » Johanna força un sourire. Juste la fatigue. Mais au fond, elle savait que le mensonge s'installait entre elles comme un mur. C'est alors qu'Henriette bouleversa la routine. Un soir, après un long trajet silencieux, elle posa une main ferme sur la coudoir et dit d'une voix douce mais glaciale, « Johanna, demain soir, tu ne seras pas seulement ma chauffeuse. Tu viendras dîner avec moi. Je veux qu'on parle. » Johanna sentit son estomac se nouer. Elle acquiesça poliment, incapable de refuser. Mais en elle, une alarme résonnait. Ce dîner n'avait rien d'ordinaire. Elle pressentait que ce tête-à-tête allait dévoiler une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Et déjà, elle craignait que ce soit le point de non-retour. Le lendemain soir, Johanna conduisit Henriette jusqu'à l'un des restaurants les plus luxueux de la ville. La façade illuminée ressemblait à celle d'un palais, les vitres étincelaient comme des miroirs. À l'intérieur, des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée, et un quatuor à cordes jouait une mélodie douce. Henriette avait réservé une table isolée près d'une grande baille vitrée qui donnait sur la ville scintillante. Johanna, mal à l'aise, s'assit face à elle. Elle n'était pas habituée à ces lieux. La nappe blanche, les verres en cristal, les regards curieux des serveurs accentuaient son inconfort. Elle pressentait que ce dîner n'était pas innocent. La conversation commença par des banalités, voitures, voyages, affaires. Johanna répondait avec politesse, essayant de cacher son malaise. Mais soudain, Henriette posa sa fourchette, croisa les mains et planta ses yeux dans les siens. « Johanna, tu es loyale. Discrète. Je le vois depuis des mois. » Son ton changea, plus grave, plus direct. « Bientôt, je ne serai plus seulement une femme d'affaires. Je vais entrer en politique. Je vise un ministère. Et dans ce monde-là, la loyauté ne suffit pas. Il faut des liens incassables. » Johanna fronça légèrement les sourcils, une angoisse sourde montant dans sa poitrine. Johanna sentit son souffle se raccourcir. « Quel lien ?» demanda-t-elle, d'une voix prudente. Henriette esquissa un sourire, mais son regard restait froid. « Deux options s'offrent à toi, » répondit-elle calmement. « La première,
tu deviens ma partenaire intime. Un lien charnel, une expérience unique. Une fois que tu auras franchi cette barrière, tu ne pourras jamais me trahir. Joanna écarquilla les yeux, choquée. Elle baissa la tête, incapable d'y croire. Sa gorge se serra. Était-ce une plaisanterie? Le silence lourd qui suivit lui prouva que non. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Henriette poursuivit, implacable. La seconde option, tu rejoins mon cercle secret. Une loge. Là où le pouvoir et l'argent coulent sans fin. Tu auras protection, influence, ascension. Mais il y a des règles, des sacrifices. Rien n'est gratuit. Joanna sentit ses mains trembler. Elle voulait protester, mais aucun mot ne sortait. Finalement, elle parvint à dire, d'une voix cassée, « Donnez-moi du temps. Je ne peux pas décider ce soir. » Henriette l'observa longuement, puis acquiesça. Réfléchis. Mais sache une chose, dans ce monde, celles qui hésitent trop longtemps sont écrasées par celles qui osent. La soirée s'acheva dans un silence pesant. Joanna ramena Henriette chez elle, mais cette fois, ses mains sur le volant étaient glacées. Chaque mot prononcé au restaurant résonnait encore dans sa tête. Elle savait qu'elle venait d'entrer dans un piège dont elle ne pouvait sortir indemne. Quand elle franchit la porte de sa maison, Mia l'attendait dans le salon. Elle leva les yeux vers elle et murmura, « Tu as une drôle de tête. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Joanna répondit d'une voix étouffée, « Rien. Juste la fatigue. » Mais au fond, Mia savait déjà que quelque chose d'inquiétant venait de commencer. Depuis ce dîner, Joanna ne vivait plus. Elle conduisait comme une automate, souriait mécaniquement à sa fille, répondait à Mia par des phrases courtes. Mais son esprit restait enfermé dans cette salle de restaurant, entre les lustres en cristal et le regard glacial d'Henriette. Chaque soir, dans leur maison silencieuse, elle s'asseyait sur le lit, la tête entre les mains. Deux chemins l'attendaient, tous deux empoisonnés, trahir sa dignité en devenant l'objet d'Henriette, ou plonger sa famille dans un cercle où chaque pas exigeait un sacrifice. L'un comme l'autre, elle sentait qu'elle y perdrait son âme. Mia, attentive, ne pouvait plus ignorer l'ombre qui couvrait le visage de son épouse. Un soir, elle la fixa longuement et dit, « Joanna, je te connais trop bien. Tu caches quelque chose. » Joanna secoua la tête, feignant la fatigue. Mais Mia insista. « Si tu continues à me mentir, tu vas nous détruire. Dis-moi ce qu'il y a. » Le ton ferme, presque implorant, brisa les dernières défenses de Joanna. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Son cœur tambourinait. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus lutter seule contre ce fardeau. Elle devait parler, coûte que coûte. La voix brisée, Joanna se lança. Elle raconta tout, le dîner, les mots glacés d'Henriette, les deux options terribles posées devant elle. À mesure qu'elle parlait, Mia blêmissait. Elle se leva brusquement, ses mains tremblaient. « Quoi? Elle t'a proposé ça? » « Non. Ce n'est pas possible. » Ses yeux se remplirent d'horreur. Joanna baissa la tête, honteuse. « Si je refuse, elle me vire. Elle a dit qu'elle peut détruire ma carrière, fermer toutes les portes. Tout ce que je t'ai offert, la maison, l'école pour notre fille, tout disparaîtra. » Sa voix s'étrangla dans un sanglot. Mia fit les 100 pas dans le salon, une main sur sa bouche, l'autre serrée en poing. Elle s'arrêta net et fixa Joanna avec intensité. « Si tu deviens sa partenaire, elle te détruira de l'intérieur. Tu ne seras plus jamais la femme que j'ai aimée. » Sa voix tremblait, mais ses mots étaient implacables. « Et si tu entres seule dans son cercle, elle t'utilisera, puis t'offrira en sacrifice le moment venu. Tu ne peux pas porter ce fardeau toute seule. » Joanna leva les yeux, perdue. « Alors dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire ?» Mia s'approcha, posa ses mains sur les joues de Joanna et la força à soutenir son regard. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Nous allons trouver une troisième voie. Pas toi seul, pas moi seul. Nous entrerons dans ce cercle ensemble. Toi, moi et notre fille. Ainsi, aucun de nous ne pourra être sacrifié sans les autres. » Joanna recula, stupéfaite. « Mia, tu réalises ce que tu dis? Tu veux entraîner notre fille dans ça? »
Mia serra les lèvres et répondit d'une voix dure, « Oui. Parce que c'est le seul moyen de survivre. » Le silence dans la maison était lourd, presque insoutenable. Johanna fixait Mia comme si elle venait d'entendre la chose la plus insensée de sa vie. Son épouse, celle qu'elle avait toujours connue douce et protectrice, venait de prononcer des mots glacials, entraîner leur propre fille dans la loge d'Henriette. Johanna sentit son cœur se contracter. « Mia, tu ne peux pas être sérieuse, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais Mia ne détourna pas le regard. Ses yeux brillaient, non pas de peur, mais d'une détermination implacable. Pour la première fois, Johanna découvrait en elle une dureté qu'elle ignorait. Mia prit une profonde inspiration et parla d'une voix lente, posée. « Écoute-moi bien. Si tu refuses Henriette, elle détruira tout ce que nous avons construit. Nous perdrons la maison, notre fille quittera son école, et tu retourneras dans ton vieux taxi. Nous retomberons dans la misère. » Johanna secoua la tête, des larmes aux yeux. Mais Mia continua, plus ferme encore, « Et si tu acceptes seule d'entrer dans ce cercle, elle te brisera. Elle fera de toi son jouet, et le jour où elle n'aura plus besoin de toi, elle t'offrira en sacrifice. Tu n'auras aucune échappatoire. » Ces paroles frappèrent Johanna comme des coups. Elle n'avait jamais vu Mia aussi froide, aussi lucide. Tout en elle voulait crier, protester, protéger leur fille de ce monde. Mais une autre partie d'elle comprenait que son épouse avait raison. Elle sentit la panique l'envahir, son souffle court, ses mains tremblantes. « Mais, notre fille, » murmura-t-elle. « Tu veux vraiment la mêler à ça ?» Mia hocha la tête, implacable. « Oui. Parce que c'est le seul moyen de la protéger. Si nous entrons ensemble, liés, personne ne pourra choisir de nous sacrifier séparément. Nous serons intouchables. » Johanna resta muette, choquée. Elle voyait dans les yeux de Mia une force nouvelle, une dureté née de l'instinct de survie. Elle comprit qu'aucun retour en arrière n'était possible. « Tu crois que je veux ça ?» continua Mia, la voix tremblante mais ferme. « Non. Mais dans ce monde, ceux qui disent non sont broyés, et ceux qui disent oui deviennent puissants. Tu as déjà mis le pied dedans, Johanna. Maintenant, nous devons y plonger ensemble. » Johanna ferma les yeux, une larme coula sur sa joue. Elle comprit que son épouse avait déjà choisi pour elle. 2 jours plus tard, Johanna se retrouva de nouveau devant la villa d'Henriette. La grille métallique s'ouvrit lentement, révélant le faste étouffant du lieu. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle savait que ce rendez-vous serait décisif. En franchissant la porte, elle retrouva Henriette, assise dans un fauteuil, un verre de vin à la main. Son sourire froid semblait déjà connaître la réponse. Johanna s'assit face à elle, inspira profondément et dit d'une voix ferme, « Patronne, j'ai réfléchi. Je n'accepte ni la première option, ni la seconde. J'ai une 3e proposition. » La nuit était tombée, épaisse et silencieuse, quand Johanna gara la voiture devant une villa reculée, différente de celle d'Henriette. Les murs en dissimulaient tout de l'extérieur, et un portail s'ouvrit lentement comme pour avaler la famille entière. Johanna, Mia et leur fille échangèrent un regard chargé de peur. Elle savait qu'elle franchissait un point de non-retour. En pénétrant dans la grande salle éclairée par des bougies, elles découvrirent des visages inconnus, hommes et femmes vêtus de noir, leurs regards froids fixés sur elles. L'air était lourd, saturé d'encens et de murmures, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Henriette les attendait, assise au centre de la pièce, drapée d'une longue robe sombre. Elle leva les mains, et aussitôt le silence tomba. « Ce soir, vous allez prêter serment » annonça-t-elle d'une voix grave. Des symboles étranges étaient dessinés sur le sol, formant un cercle lumineux. On demanda à Johanna, Mia et leur fille de se placer au milieu. Chacune reçut une bougie, qu'on alluma devant elle. « En entrant ici, vous renoncez à la vie ordinaire. Désormais, votre existence appartient au cercle. Votre loyauté se mesure par vos sacrifices, » déclara Henriette. Leurs cœurs battirent à l'unisson, prisonniers de l'instant. Johanna sentit ses jambes trembler. Elle serra la main de sa fille, qui tentait de cacher sa peur derrière un masque de fierté. Mia, elle, gardait un visage fermé, mais ses yeux brillaient d'une intensité fébrile. Le poids des mots d'Henriette écrasait Johanna.
Une voix intérieure criait de fuir, mais ses pieds restaient collés au sol. Quand les chants commencèrent, graves et monotones, elle eut l'impression que le temps se déformait. Chaque syllabe résonnait en elle comme une chaîne invisible qui se refermait. Elle comprit alors que leur vie venait de basculer vers un monde dont elle ne sortirait jamais. On leur demanda de répéter un serment: nous offrons notre loyauté au cercle, nous acceptons ses règles, nous honorons ses sacrifices. Leur voix tremblait, mais elles prononcèrent les mots. Ensuite, un ancien du cercle s'approcha et versa une goutte de vin rouge sur leurs mains jointes. Et désormais, vous êtes liés, dit-il solennellement. Johanna sentit une brûlure étrange parcourir son bras, comme si le vin s'était transformé en feu. Elle vit dans les yeux de sa fille la même sensation. À cet instant, elle comprit que quelque chose d'invisible venait de les marquer pour toujours. Quand la cérémonie prit fin, Henriette s'avança vers elle avec un sourire satisfait. « Bienvenue dans le cercle », murmura-t-elle. Les chants s'arrêtèrent, les bougies s'éteignirent une à une, et la salle retomba dans un silence pesant. Johanna regarda Mia et leur fille, leurs visages étaient différents, plus graves, plus durs. Elles avaient franchi une barrière invisible. En quittant la villa, Johanna jeta un dernier regard en arrière. Elle avait l'impression d'avoir laissé une partie de son âme derrière ses murs. Mais dès le lendemain, les portes du pouvoir commenceraient à s'ouvrir. Leur ascension fulgurante venait de commencer. Quelques mois après la cérémonie, la vie de Johanna et de sa famille avait changé d'une façon inimaginable. Là où il y avait autrefois des dettes et des factures impayées, il y avait désormais des comptes remplis et des biens de luxe. Johanna, l'ancienne chauffeuse de taxi, se retrouvait assise dans un bureau ministériel aux murs tapissés de boiseries et de dorures. Les journalistes prononçaient son nom avec respect, les caméras la suivaient dans les couloirs du pouvoir. Elle souriait devant les foules, mais au fond d'elle, chaque flash d'appareil photo lui rappelait le serment qu'elle avait prononcé dans l'ombre. Mia, de son côté, avait connu une ascension fulgurante. Propulsée à la tête d'une grande entreprise, elle enchaînait conférences et interviews. On la présentait comme une femme influente, un modèle de réussite féminine. Dans les magazines, ses photos apparaissaient, vêtue de tailleurs élégants, son regard assuré braqué sur les objectifs. Leur fille, elle, incarnait l'opulence de cette nouvelle vie. Chaque matin, elle arrivait à son école privée dans une Lamborghini rutilante, sous les regards ébahis de ses camarades. Certains l'enviaient, d'autres rêvaient d'être à sa place. Pour tous, elle représentait l'image éclatante de la jeunesse dorée. Johanna observait ce changement avec un mélange de fierté et de vertige. Elle voyait Mia se transformer en femme de pouvoir, sa fille s'épanouir dans un luxe qu'elle-même n'avait jamais connu. Pourtant, une part d'elle restait méfiante. Elle savait que rien de tout cela n'était gratuit. Chaque sourire devant les caméras cachait une dette invisible. Chaque contrat signé par Mia, chaque privilège offert à leur fille, lui rappelait que ce monde n'était pas bâti sur des fondations solides, mais sur un pacte scellé dans une nuit d'encens et de murmures. Sa fierté se mêlait à une peur croissante. Malgré ses doutes, Johanna joua le rôle qu'on attendait d'elle. Elle prononçait des discours, participait à des réunions stratégiques, signait des accords. Mia, elle, tranchait avec assurance dans ses décisions professionnelles, éliminant froidement ses rivales. Leur fille affichait une assurance nouvelle, habituée aux regards envieux et aux privilèges. À l'extérieur, la famille semblait unie, triomphante, intouchable. Mais dans les coulisses, Johanna s'efforçait d'ignorer les signaux, les invitations répétées d'Henriette, les messages codés qu'elle recevait, les regards pesants de certains membres du cercle. Le succès brillait comme un soleil, mais son éclat aveuglait les vérités les plus sombres. Un soir, alors que Johanna rentrait tard d'une réception officielle, elle trouva Mia assise dans le salon, un verre de vin à la main. Son visage souriant contrastait avec ses yeux fatigués. « Tout va trop vite », murmura Johanna en déposant ses clés. Mia la fixa longuement et répondit d'une voix froide, « C'est le prix du pouvoir. Tu ne croyais quand même pas qu'on nous donnerait tout ça sans rien demander en retour ?» Johanna détourna le regard, le cœur serré. Derrière les éclats de gloire, elle comprenait que l'heure des vrais sacrifices approchait. La première année passa comme un tourbillon. Mais à la date anniversaire de la cérémonie, un message discret parvint à Johanna, le cercle réclame son dû. Elle comprit aussitôt.
Ce pacte n'était pas qu'un rituel symbolique, il demandait une offrande chaque année. La nuit de l'assemblée, Henriette expliqua calmement, pour garder vos privilèges, chacune devra donner quelque chose de valeur. Un sacrifice. Les regards froids des autres membres pesaient sur elle. Johanna sentit son souffle se couper. Ce monde où elle baignait désormais n'était pas seulement fait de luxe et de pouvoir. Il exigeait un tribut sanglant. Le fardeau fut immédiatement partagé entre elles. Leur fille, à peine sortie de l'adolescence, reçut pour tâche de « livrer » certaines de ses amies. Elle devait choisir, sous prétexte d'invitation mondaine, celle qui disparaîtrait dans l'ombre du cercle. Mia, dans son entreprise, fut contrainte d'écarter brutalement des collaboratrices brillantes. Certaines furent renvoyées, d'autres ruinées, toutes effacées de la scène. Quant à Johanna, on lui demanda d'utiliser son ministère pour éliminer des opposantes politiques. Elle signait des décrets qui paraissaient administratifs, mais qui scellaient le destin de femmes engagées, parfois même de proches connaissances. Johanna vivait ces épreuves comme un poison lent. Chaque année, son cœur s'assombrissait un peu plus. Elle se souvenait des visages de celles qu'elle avait trahies, de leur voix indignée, de leur vie réduite en cendres à cause de sa signature. Le sourire triomphant de sa fille en Lamborghini, les tailleurs élégants de Mia dans les journaux ne parvenaient plus à masquer son dégoût intérieur. Elle se demandait souvent, les nuits sans sommeil, était-ce pour ça que j'avais rêvé de luxe ? Était-ce vraiment la réussite que je voulais offrir à ma famille ? La culpabilité la rongeait. Et pourtant, année après année, Johanna continuait. Elle justifiait ses choix en se disant que c'était pour protéger sa famille, pour préserver leur maison, leurs privilèges, leur sécurité. Mia, plus froide que jamais, répétait, dans ce monde, hésiter, c'est mourir. Leur fille, désormais habituée au pouvoir, livrait ses amis sans ciller. Johanna, elle, mettait un masque chaque matin, cachant ses remords derrière un sourire politique. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle s'enfonçait dans une nuit sans fin. Elle se surprenait parfois à prier encore, mais cette fois non plus pour demander, seulement pour tenir debout. Un soir, alors qu'elle signait encore un document qui condamnerait une opposante à la ruine, Johanna resta figée, la plume tremblante. Elle sentit le poids invisible de toutes ces vies écrasées. Ses yeux se remplirent de larmes. Mia entra alors dans le bureau et posa une main ferme sur son épaule, « Ne faiblis pas. » Le cercle ne pardonne pas, Johanna hocha la tête, mais son regard resta vide. Elle comprit que quelque chose en elle s'était brisé. Son cœur, autrefois plein de rêves innocents, n'était plus qu'une coquille creuse. La conscience de Johanna s'assombrissait inexorablement. Au fil des années, la famille de Johanna s'était hissée au sommet de la société. On parlait d'elle comme d'un clan intouchable. Les photos de Mia apparaissaient dans les journaux économiques, leur fille attirait l'admiration dans les soirées mondaines, et Johanna, désormais ministre, défilait dans les cortèges officiels. Devant les caméras, elles incarnaient la réussite parfaite, luxe, élégance, puissance. Mais derrière les sourires et les applaudissements, Johanna vivait un autre quotidien. Les nuits, seule dans son lit, elle tournait sans cesse, incapable de fermer l'œil. Ses rêves d'autrefois s'étaient transformés en cauchemars silencieux. Chaque année, les sacrifices exigés par le cercle ajoutaient une nouvelle cicatrice à son âme. Johanna voyait sa fille devenir de plus en plus froide, habituée à la manipulation et à la perte. Mia, de son côté, semblait s'épanouir dans ce pouvoir qui lui donnait une allure de reine de glace. Mais Johanna, elle, s'effritait de l'intérieur. Parfois, après un discours enflammé au Parlement, elle se réfugiait dans son bureau et pleurait en silence. Elle murmurait des prières, non plus pour demander richesse ou gloire, mais pour une seule chose, la délivrance. Le luxe avait perdu toute saveur. Elle repensait souvent à ses débuts, à ce temps où son plus grand rêve était de conduire une voiture de prestige. Elle revoyait la joie dans les yeux de sa fille quand elles avaient emménagé dans leur nouvelle maison. Aujourd'hui, cette même maison lui semblait froide, immense et vide, comme un mausolée. Chaque pièce brillait de marbre et de dorure, mais résonnait de silence pesant. Même les rires de sa fille paraissaient forcés. Johanna comprenait qu'elles avaient tout gagné extérieurement, mais qu'elles perdaient leur humanité morceau par morceau. Elle sentait son âme se dessécher sous le poids de la gloire. Pourtant, Johanna continua à jouer son rôle. Elle serrait des mains,
prononçait des discours, et se tenait droite devant les caméras. Elle s'efforçait de ne rien laisser paraître. Mais chaque soir, elle se retirait dans une petite pièce de la villa, éteignait la lumière et murmurait une prière. « Et Seigneur, je ne demande plus rien. Libère-moi seulement de ce fardeau. » Sa voix se brisait dans l'obscurité, comme si même Dieu hésitait à l'entendre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Le cercle veillait, puissant, implacable. Alors elle s'accrochait à sa façade, pendant que son cœur implorait une sortie. 10 années passèrent ainsi. Les visages de la famille devinrent synonymes de réussite et de pouvoir. Mais derrière les flashs et les acclamations, la fissure intérieure grandissait. Johanna avait vieilli prématurément, ses nuits blanches creusant son regard. Mia, plus influente que jamais, ne montrait aucun signe de faiblesse. Leur fille, devenue adulte, affichait une assurance glaçante, mais son rire ne sonnait plus vrai. Un soir, en regardant sa famille autour d'une table luxueuse, Johanna comprit la vérité, elles avaient gagné le monde, mais perdu la paix. Et bientôt, une épreuve inattendue allait les confronter à leur propre chaîne. À 45 ans, Johanna se tenait au sommet de sa carrière. Ministre respectée, sa voix portait dans les assemblées, ses décisions influençaient la vie de millions de citoyens. Les journaux louaient sa rigueur, les foules l'applaudissaient. Mais derrière ce masque d'autorité, son cœur n'était plus qu'un champ de ruines. Chaque nuit sans sommeil creusait davantage ses traits. Elle était devenue une femme puissante, mais brisée à l'intérieur. Le prix du cercle se lisait dans ses yeux fatigués. Elle se demandait souvent si les gens voyaient, derrière ses discours flamboyants, la femme qui se noyait lentement dans le silence. Mia, elle, brillait dans un autre domaine. Femme d'affaires redoutée, son nom circulait dans toutes les sphères économiques. Elle inspirait autant la crainte que l'admiration. Mais plus les années passaient, plus elle se glaçait. Ses sourires étaient calculés, ses gestes mesurés. Elle avait appris à effacer toute faiblesse de son visage. Leur fille, désormais adulte, vivait comme une princesse moderne. Elle changeait de voiture comme d'accessoires, portait des vêtements de luxe, fréquentait les lieux les plus sélects. Mais derrière ces airs de jeune femme comblée, Johanna voyait une froideur inquiétante, un regard devenu dur, presque calculateur. Assise un soir dans son bureau, Johanna observa une photo de famille prise quelques années plus tôt. Elles y souriaient toutes les trois, rayonnantes, encore naïves face à la gloire qui allait les engloutir. Une larme coula le long de sa joue. Elle savait qu'elles avaient franchi un point de non-retour. Elle avait voulu offrir à sa fille un avenir de lumière, et l'avait conduite dans une nuit sans fin. Ce constat la déchirait. Chaque succès public accentuait son sentiment d'échec intime. Elle avait gagné le monde, mais perdu l'essentiel, la chaleur, l'innocence et l'âme de sa famille. Malgré ses tourments, Johanna continuait de jouer son rôle. Elle parlait avec force dans les assemblées, serrant des mains, souriant aux caméras. Mia dirigeait avec une main de fer, écartant ses rivales sans trembler. Leur fille, elle, enchaînait les mondanités, affichant une assurance glaciale. Mais le vernis commençait à se fissurer. Johanna remarquait les silences pesants de sa fille, ses colères soudaines, ses choix cruels envers ses amis. Elle comprenait que l'innocence s'était éteinte en elle. Et malgré tout, Johanna n'osait rien dire. Elle avait ouvert la porte à ce monde, et désormais, c'était leur fille qui y marchait. Un soir d'automne, alors qu'elle dînait dans leur villa, la fille de Johanna annonça d'une voix tremblante qu'elle avait rencontré quelqu'un. Pas une connaissance mondaine, pas une figure du cercle, mais une jeune femme simple, étrangère à ce monde de luxe et d'intrigue. Ses yeux brillaient d'une sincérité que Johanna n'avait pas vue depuis longtemps. Mais cette confession alluma une alarme dans son esprit, elle savait que le cercle exigeait toujours des preuves de loyauté, et que l'amour véritable était une faiblesse intolérable. Un frisson parcourut Johanna. Une nouvelle épreuve se préparait, et cette fois, elle viserait directement leur fille. La fille de Johanna avait changé depuis sa rencontre. Elle riait à nouveau, ses yeux brillaient d'une lumière sincère que Johanna croyait disparue. L'amour l'avait touchée, pure et désintéressée. Cette amie simple, étrangère au luxe, venait souvent à la villa, et chaque fois Johanna observait leur complicité avec une émotion mêlée de crainte. Elle se revoyait, 20 ans plus tôt, pleine de rêves innocents avant que le cercle n'éteigne sa flamme.
Mais cette tendresse retrouvée ne tarda pas à attirer l'attention. Lors d'une réunion secrète, Henriette annonça froidement: « Le prochain sacrifice devra venir de ta fille. » Son amie. Johanna sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Elle osa protester, mais Henriette répliqua d'un ton glacial: « L'amour est une faiblesse. Elle doit prouver sa loyauté. » La règle était implacable. La jeune femme que sa fille aimait devait être livrée. De retour chez elle, Johanna s'effondra dans le silence. Sa fille, radieuse, lui confiait ses rêves d'avenir avec cette amie, sans se douter de la menace qui planait. Johanna se sentit déchirée. Elle voyait dans les yeux de son enfant le reflet de ses propres illusions perdues, et une question hurlait en elle: jusqu'où continuer? Chaque nuit, Johanna errait dans la maison comme une âme en peine. Elle revivait sa propre jeunesse, ses prières, ses rêves de liberté, et les comparait à ce que sa fille vivait à présent. Elle comprit qu'elle était en train de répéter le cycle, offrir sa descendance en sacrifice au même cercle qui l'avait enchaînée. Son cœur se serra d'une douleur insoutenable. Elle imaginait le visage de sa fille brisé par la perte, son rire éteint à jamais. Elle se vit comme un monstre, complice d'un système qui dévorait ceux qu'il touchait. Elle savait qu'elle devait choisir. Un soir, Mia aborda le sujet avec une froideur glaçante: « C'est le prix. Elle doit le payer. » Johanna serra les poings. « Non. Pas elle. » Mia planta son regard dur dans le sien. « Si tu refuses, nous perdrons tout. » Johanna sentit la colère monter. Elle se leva, le souffle court, et déclara d'une voix tremblante: « Alors qu'il en soit ainsi. Je préfère perdre nos richesses plutôt que perdre son âme. » Pour la première fois, elle osa envisager l'impensable, rompre le pacte. Mais elle savait qu'en défiant le cercle, elle signait peut-être sa propre condamnation. La nuit suivante, Johanna contempla sa fille endormie, serrée contre son amie. Elle se jura qu'elle ne laisserait pas le cercle les détruire. Mais une peur viscérale l'envahissait: comment affronter un pouvoir qui contrôlait tout, de la politique aux affaires? Elle sentit que la bataille qui s'annonçait ne serait pas seulement contre Henriette, mais contre le pacte lui-même, contre cette chaîne invisible qui liait leur vie depuis des années. Pour la première fois, Johanna envisagea le sacrifice ultime, offrir sa propre vie, sa vérité, au lieu de trahir encore. La conclusion tragique et révélatrice approchait. 10 années s'étaient écoulées depuis que Johanna avait franchi la grille d'Henriette, croyant trouver là une chance, une porte vers la liberté. 10 années de gloire, de richesses accumulées, de villas étincelantes et de voitures de prestige. 10 années de pouvoir, d'influence et de respect public. Mais derrière chaque trophée, derrière chaque flash d'appareil photo, il y avait eu un prix, des sacrifices innommables, des nuits sans sommeil, et surtout, la lente agonie d'une conscience dévorée. Johanna, ministre reconnue, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Mia, figure glaciale du monde des affaires, s'était transformée en stratège redoutée mais solitaire. Leur fille, jadis rêveuse et pleine de lumière, avait grandi dans l'opulence mais s'était peu à peu figée dans une froideur calculatrice. La famille paraissait triomphante aux yeux du monde, mais dans le secret de leur regard, elles savaient toutes trois qu'elles avaient payé trop cher. Et cette question, lancinante, revenait chaque nuit hanter Johanna: était-ce vraiment le prix à payer pour vivre ce rêve? Elle se souvenait encore de l'époque où son seul désir était de conduire une voiture de luxe, de ressentir le frisson du moteur sous ses mains. Ce rêve innocent s'était transformé en une prison dorée. Elle avait gagné la richesse, mais perdu la paix. Elle avait conquis le pouvoir, mais laissé derrière elle son âme, ses prières, et son innocence. À travers son histoire, une vérité se dessinait: le succès sans paix intérieure n'est qu'une illusion. Les plus belles victoires extérieures ne valent rien si elles se bâtissent sur la peur, la honte et le sacrifice des siens. Car le vrai luxe n'est pas une villa, une voiture ou une fonction prestigieuse, c'est la liberté de dormir sans remords, de rire sans masque, d'aimer sans craindre le lendemain. Et à celui qui écoute cette histoire aujourd'hui, une question demeure, suspendue comme une lame: jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour réaliser vos rêves?